On m'a traité de monstre, on m'a dit que j'avais du sang sur les mains. Sa mère m'a craché au visage devant l'hôpital, en hurlant que j'étais une meurtrière. Mais posez-vous la question, honnêtement, là, maintenant, dans le secret de votre conscience, peut-on vraiment sauver la vie de celui qui a méthodiquement détruit la vôtre ? Quand l'homme à qui vous avez tout donné, celui qui a piétiné votre cœur pour courir dans les bras d'une autre, revient ramper vers vous non pas par amour, mais parce qu'il a besoin d'une partie de votre corps pour survivre, que faites-vous ? Est-ce que la vengeance a une limite ? Est-ce que la compassion est une obligation ? Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi j'ai regardé mon ex-mari dans les yeux et pourquoi, alors que je tenais sa vie entre mes mains, j'ai choisi de ne rien faire. Je m'appelle Claire et pendant 22 ans, j'ai été la femme de Julien. Ce n'était pas juste un titre, c'était mon identité. Nous nous sommes rencontrés à la fac. Nous n'avions rien. Je me souviens de nos dîners de pâte au beurre dans un studio de 15 mètres carrés où l'on devait enjamber le lit pour atteindre la fenêtre. Mais nous étions heureux, nous étions une équipe. J'ai travaillé 2 jobs pour qu'il puisse lancer son cabinet d'architecture. J'ai mis mes propres rêves de côté, j'ai repoussé mes projets parce que je croyais en nous. Je pensais que c'était un investissement, pas un investissement financier, non, un investissement émotionnel. Je pensais qu'on construisait une forteresse que rien ne pourrait ébranler. Quand le succès est arrivé, je n'étais pas surprise, j'étais fière. Nous avions la belle maison, les voyages, le confort. Mais insidieusement, quelque chose a changé. Julien a commencé à rentrer plus tard. Il est devenu critique. Il me trouvait trop casanière, moins brillante que les gens qu'il fréquentait désormais. Il oubliait que si j'étais éteinte, c'était parce que j'avais brûlé toute mon énergie pour l'allumer lui. Et puis, il y a eu Élise. Élise avait 24 ans. Elle était stagiaire dans son cabinet. Elle était tout ce que je n'étais plus, insouciante, admirative, nouvelle. Je n'ai pas découvert leur liaison par hasard. Julien ne s'est pas caché. Un soir, il est rentré, a posé ses clés sur la console de l'entrée et m'a dit ces mots qui résonnent encore dans ma tête comme un coup de feu. « Je ne t'aime plus, je m'ennuie, je veux recommencer ma vie et je ne veux pas le faire avec toi. » Ce n'était pas une discussion, c'était un constat de décès. Notre mariage, mes sacrifices, nos souvenirs, tout ça balayé parce qu'il s'ennuyait. Le divorce a été une guerre. Il a été impitoyable. Il voulait la maison, il voulait les comptes, il voulait effacer toute trace de son passé pour offrir un terrain vierge à sa nouvelle conquête. Il m'a humiliée devant nos amis communs. Il a dit que je le tirais vers le bas. J'ai fini seule dans un petit appartement loué, à 50 ans, avec le sentiment d'avoir été utilisée comme une marche d'escalier sur laquelle il s'était essuyé les pieds avant de grimper. J'ai mis 3 ans à me relever. 3 ans pour ne plus pleurer dans la douche, 3 ans pour comprendre que je valais quelque chose sans lui. J'avais enfin trouvé une forme de paix. Une paix fragile, silencieuse, mais c'était la mienne. Et puis, le téléphone a sonné. C'était il y a 2 mois. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais dès que j'ai entendu la voix, mon estomac s'est noué. Ce n'était pas la voix arrogante de Julien, c'était une voix faible, tremblante, cassée. « Claire, j'ai besoin de te voir, c'est grave. » Ma première réaction a été de raccrocher. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Est-ce qu'il voulait encore me prendre quelque chose ? Mais la curiosité, ou peut-être une vieille habitude de m'inquiéter pour lui, a pris le dessus. Nous nous sommes vus dans un café. Il était méconnaissable. L'homme superbe, toujours en costume italien, avait fondu. Sa peau était grise, ses yeux jaunes, cernés de noir. Il avait l'air d'un vieillard. Élise n'était pas là. Il n'a pas tourné autour du pot. Insuffisance rénale terminale, une maladie génétique rare qui s'était déclenchée brutalement. Ses 2 reins ne fonctionnaient quasiment plus. Il était sous dialyse 3 fois par semaine, mais son corps rejetait le traitement. Il s'épuisait. Il avait besoin d'une greffe. Vite. Je l'ai écouté, un café froid entre les mains. Je ne ressentais rien, ni soulagement, ni satisfaction, juste un vide étrange. Je l'ai demandé « Pourquoi tu me dis ça à moi ? Tu as une famille, tu as une femme. » Il a baissé les yeux, et là j'ai compris l'horreur de la situation. Personne dans sa famille n'était compatible. Son frère, ses cousins, personne. Et Élise ? Élise n'était pas compatible non plus. Mais il y a des années, bien avant sa trahison, nous avions fait des tests pour une assurance vie croisée. Nous nous étions rigolés à l'époque parce que nous étions un match parfait sur le plan sanguin et tissulaire, une rareté statistique. Il a levé les yeux vers moi. J'ai vu la peur panique de la mort dans son regard. « Claire,
Tu es mon seul espoir. Les listes d'attente sont trop longues. Je ne tiendrai pas. Si tu ne m'aides pas, je vais mourir. » Le silence qui a suivi a duré une éternité. Les bruits du café se sont étouffés. J'étais face à l'homme qui m'avait dit « je m'ennuie » pour briser 20 ans d'amour et qui me disait maintenant « sauve-moi ». Il a osé ajouter « je sais que j'ai été un salaud, je sais que je ne mérite rien, mais on a partagé une vie. S'il te plaît, je ne veux pas mourir. » Je suis partie sans répondre. Les jours suivants ont été un enfer psychologique. Sa mère m'a appelée, celle-là même qui avait arrêté de me parler du jour au lendemain après le divorce. Elle pleurait, elle me suppliait. « Tu ne peux pas laisser mourir mon fils, c'est le passé tout ça, sois humaine. » Même Élise m'a envoyé un message, un long texte pathétique où elle disait qu'elle m'aimait bien au fond, qu'elle comprenait ma douleur, mais que Julien était l'homme de sa vie et qu'elle avait besoin de lui. L'audace de cette femme. Elle m'avait volé mon mari quand il était en bonne santé et maintenant qu'il était brisé, elle me demandait de le réparer pour qu'elle puisse continuer à en profiter. Et vous, qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Est-ce que la vie humaine passe au-dessus de tout? Est-ce qu'on doit sacrifier une partie de son corps pour quelqu'un qui a sacrifié notre âme? Dites-le moi en commentaire parce que moi, je n'ai pas dormi pendant 1 semaine. J'ai pensé à tout. J'ai pensé à la chirurgie. Ce n'est pas anodin de donner un rein. C'est une opération lourde, une convalescence douloureuse, des risques pour ma propre santé future. Pourquoi devrais-je risquer ma vie pour prolonger la sienne? Mais j'ai aussi pensé à ma conscience. Si je disais non, est-ce que je devenais celle qui a signé son arrêt de mort? Est-ce que je valais mieux que lui? J'ai pris rendez-vous avec le médecin. J'ai fait les tests préliminaires, juste pour voir. Tout confirmait la compatibilité. C'était presque une blague cosmique. Mon corps était prêt à le sauver, alors que mon cœur était mort. Le chirurgien m'a expliqué la procédure. Il m'a parlé de l'altruisme, du don de soi. Il pensait que j'étais une sainte. Il ne savait pas que chaque cellule de mon corps hurlait de colère. Finalement, j'ai accepté de retourner le voir à l'hôpital pour lui donner ma réponse. Il était couché dans ce lit blanc, branché à des machines. Il avait l'air si petit. Quand je suis entrée, son visage s'est illuminé. Il a cru que ma présence était un oui. Il a souri, ce sourire charmeur qui m'avait fait tomber amoureux il y a 30 ans. « Merci, Claire, » a-t-il murmuré. « Je savais que tu étais quelqu'un de bien. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Au fond, on a toujours été liés. » Cette phrase, « on a toujours été liés », c'est cette phrase qui a tout déclenché. Soudain, j'ai revu les images. J'ai revu le soir où il est parti. J'ai revu mes Noëls seuls. J'ai revu la façon dont il me regardait comme si j'étais un déchet encombrant. Il ne voyait pas mon sacrifice. Il voyait ça comme un dû. Pour lui, j'étais encore la bonne patte, l'outil qu'on utilise quand on en a besoin. Il pensait que mon amour pour lui était une servitude éternelle, que peu importe combien il me frappait, je reviendrais lécher sa main. Il ne demandait pas pardon, il demandait un service. J'ai senti un calme froid m'envahir, un calme absolu. Je me suis approchée du lit, j'ai posé ma main sur la barrière métallique. Il a tendu sa sienne pour prendre la mienne, mais je n'ai pas bougé. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit doucement « Julien, tu te trompes. Je ne suis pas venue te dire que je vais te donner mon rein. Je suis venue te dire que je ne le ferai pas. » Son sourire s'est figé. Il a cligné les yeux, comme s'il n'avait pas compris la langue que je parlais. « Quoi ? Mais les tests sont bons. Tu es compatible. » « Oui, je suis compatible. » ai-je répondu. « Mon rein pourrait te sauver. Mais ce rein, c'est à moi. C'est une partie de mon corps. Et tu as perdu tout droit sur mon corps le jour où tu as décidé que je ne valais plus rien. » Il a commencé à paniquer. Le bip de la machine s'est accéléré. « Tu ne peux pas faire ça. C'est un meurtre. Tu vas me laisser crever ici pour une vengeance. Claire, c'est le passé. J'ai fait une erreur, ok, mais je vais mourir. » Tu as fait un choix, Julien. Pas une erreur. Un choix. Tu as choisi ta vie sans moi. Tu as choisi de construire ton bonheur sur mon malheur. Aujourd'hui, la vie te présente l'addition et je refuse de la payer pour toi. J'ai déjà payé. J'ai payé avec mes années, avec ma confiance, avec ma santé mentale. Je n'ai plus rien à te donner.
Il a commencé à pleurer. Des larmes de rage, pas de regret. Il m'a insulté. Il a crié que j'étais une salope, une égoïste, une folle. J'ai reculé vers la porte. Ses cris résonnaient dans le couloir. Élise était dans le couloir, elle a entendu. Elle m'a sauté sur moi, elle m'a griffé le bras en hurlant. Les infirmières ont dû intervenir. Je suis sortie de l'hôpital. Il pleuvait. J'ai levé le visage vers le ciel et pour la première fois depuis des années, j'ai respiré. Vraiment respiré. C'était il y a 3 jours. Depuis, mon téléphone ne cesse de sonner. Des amis communs, sa famille, même des inconnus sur les réseaux sociaux qui ont eu vent de l'histoire me harcèlent. On me traite de criminel, on me dit que je n'ai pas de cœur, que personne ne mérite de mourir si on peut le sauver. Julien est toujours là-bas. Il s'affaiblit. Les médecins cherchent un autre donneur, mais avec son groupe sanguin rare et l'urgence, les chances sont infimes. Il est probable qu'il ne passe pas l'année. Je suis rentrée chez moi, dans mon petit appartement calme. Je me suis fait un thé. Je me suis assise sur mon canapé. Je sais qu'il est en train de mourir quelque part dans cette ville, et je sais que j'ai la pièce manquante du puzzle qui pourrait le sauver, juste là, à l'intérieur de moi. Mais je ne changerai pas d'avis. Certains diront que c'est de la cruauté pure, que j'ai laissé la haine gagner. Peut-être. Ou peut-être que c'est le seul acte de respect envers moi-même que j'ai pu poser en 20 ans. J'ai passé ma vie à le sauver de lui-même, à le porter, à le réparer. C'est fini. Je ne suis pas une banque d'organes pour ex-mari ingrat. Je suis une femme qui a décidé, pour une fois, de se sauver elle-même. Il m'a appris que chacun doit vivre avec les conséquences de ses choix. Il a choisi de partir. J'ai choisi de rester entière. Maintenant, je me tourne vers vous. Je lis vos jugements, je sens votre malaise. C'est facile d'être moral quand ce n'est pas votre peau qui est en jeu. Regardez-moi bien. Si vous étiez à ma place, si l'homme qui vous a brisé vous demandait votre chair pour continuer à vivre avec celle qui vous a remplacé, auriez-vous tendu l'autre joue ou auriez-vous, comme moi, fermé la porte? Dites-moi, ai-je été un monstre de cruauté ou ai-je été simplement humaine? Attends votre verdict.